Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. On va avoir le Lunch and Learn Battez-vous pour la défense de vos secrets présenté par Neo Trust en partenariat avec la Guilde. Merci beaucoup d'être là. Je vous demanderai de fermer vos micros et garder les caméras allumées si vous êtes à l'aise. Il va y avoir une période de questions. Vous pouvez l'écrire à n'importe quel moment dans le chat, mais on risque d'y répondre plutôt vers la fin. Mais n'hésitez pas à l'écrire tout de suite quand les idées sont encore frais en tête. Alors, je vais laisser Dominique partir avec la présentation. S'il y a quoi que ce soit que vous voulez poser comme question, le chat encore. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci beaucoup, TJ, pour l'introduction. N'hésitez pas à faire part de vos réactions dans le chat qui est prévu à cet effet. Eh bien, bonjour, moi je suis Dominique Derrier, je suis CISO chez Neotrust. CISO, c'est un grand titre qui veut juste simplement dire que je suis en charge de la cybersécurité, des aspects de protection. Ce qu'on veut pas, hein, c'est limiter les risques d'accident. Je reviendrai sur le risque zéro qui n'existe pas et limiter les impacts. Donc, c'est mon rôle que j'ai chez Neotrust et j'accompagne les entreprises dans leur parcours de cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va parler de battez-vous pour la défense de vos secrets, un vaste sujet. Et je vous demanderai, je sais que certains sont en train de manger en même temps, ont peut-être réchauffé leur lunch, etc. Il y aura peut-être quelques petites questions de participation. Donc, je vais essayer de rendre ça un peu interactif pour ce temps que nous avons ensemble aujourd'hui. Ça va durer normalement 45 minutes, 1 heure, et puis incluant le temps pour les questions et les réponses. La notion de propriété intellectuelle. J'aimerais juste poser une petite question qui a dû apparaître dans les sondages. Une question qui est, est-ce que vous savez qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Est-ce que vous avez une conscience? Est-ce que vous avez ces éléments autour de la propriété intellectuelle? Alors, je ne sais pas si je vois les résultats, mais non. Hop. Je voulais juste regarder. Écoute, Dominique, je vais me permettre d'intervenir. Du coup, pour l'instant, on est à 2 votes oui, 2 votes non. Ah. Donc, je pense que ça commence bien pour ce webinaire. À mon avis, ça va pouvoir être interactif. Parfait. La propriété intellectuelle, je vous ai mis un petit texte à l'intérieur. Effectivement, c'est tous les secrets qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. On a des secrets qui sont divers et variés. On a les premiers secrets qui sont les inventions. Oui, vos créations logicielles, vos méthodologies, vos recettes de cuisine, qu'est-ce qui fait partie de votre quotidien, qu'est-ce qui a pu être mis en place pour développer vos produits, vos solutions, vos jeux qui sont à l'intérieur, parce qu'on est dans l'industrie du gaming, des jeux. Un deuxième qui est le nom, effectivement. Le nom, c'est votre identité, c'est ce qui permet de vous définir, c'est ce qui permet à vos clients, à vos joueurs, à vos usagers, peu importe le nom que vous utilisez dans vos compagnies, dans vos entreprises, de pouvoir savoir qui vous êtes, qu'est-ce que ça représente. Votre image, et ça c'est très important parce que c'est ce qui, encore une fois, vous définit et ça a de la valeur en termes marché sur ce que ça représente. Ce qui va vous toucher encore plus facilement, c'est vos œuvres, vos créations, on va parler de vos designs, on va parler des différents modèles, la partie 3D, la partie création, la touche que vous avez. J'ai déjà eu la chance de travailler avec certains studios dans les derniers mois avec la touche graphique, avec le savoir-faire qui est fait, la façon dont c'est développé, la façon dont les histoires s'enchaînent, et tout ça, ça fait partie de la propriété intellectuelle. Et évidemment, la partie emblème. Pourquoi est-ce qu'on on essaye de regarder ça? Parce que c'est souvent très difficile quand on est dans le quotidien, c'est parfois très difficile de savoir identifier rapidement
qu'est-ce qui fait partie de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait partie de la recette de cuisine? Qu'est-ce qui est essentiel pour faire fonctionner le logiciel, hein, pour ceux qui fabriquent des logiciels de développement, hein, un jeu vidéo, c'est un logiciel. J'apprends pas, je pense que j'enfonce une porte ouverte, hein, je pense que les gens, je pense que c'est pas une grande révolution de ce que je viens de dire, mais vous avez toutes ces informations-là qui sont importantes et qui sont de la propriété intellectuelle. Et pourquoi on fait le focus sur la propriété intellectuelle? Parce que c'est ce qui est intéressant dans un esprit cybercriminel d'aller récupérer. C'est intéressant de le récupérer, de le voler, de pouvoir monétiser, de pouvoir utiliser, que ce soit votre nom, votre image, vos dessins, vos emblèmes, pour soit faire du détournement d'argent. Et là, c'est pour vous des pertes qui peuvent être des pertes. Vous n'allez pas aller sur un marché parce que quelqu'un a peut-être copié vos informations, a pu dupliquer vos informations, ou tout simplement vous mettre à mal et en demandant la fameuse rançon qu'on trouve, qui est très à la mode, hein, avec souvent on va parler de ransomware, mais qui va vous essayer vous extorquer de l'argent. Dans la partie, deux grandes questions importantes qui sont dans les sondages. On a parlé de la propriété intellectuelle, des secrets qui sont à l'intérieur ou enchâssés à l'intérieur de la propriété intellectuelle. La question, c'est, est-ce que vous avez déjà regardé combien avez-vous de secrets dans vos entreprises? Est-ce qu'on parle de 1 à 10 secrets? Est-ce qu'on est autour d'une dizaine de secrets? Plus de 20? Quelle est cette métrique que vous pourriez avoir? Et puis, une deuxième question qui est un peu corollaire, à combien évaluez-vous la valeur de vos secrets? On parlait de propriété intellectuelle, on parlait, etc. À combien vous évaluez? Est-ce que c'est autour des 100 $? Est-ce que c'est un millier de dollars, un couple de 1000, un couple de 100 000, un couple de 1 million? J'aimerais, hop. Alors, je sais pas trop, est-ce que je vois? Non, je vois pas trop les sondages. Ah, ouais, hop. Ça fonctionne, Ils sont en route. Ils sont en route, oui. On a déjà 2 votes à plus de 20 secrets dans l'entreprise. Un de 1 à 10. Et puis maintenant, au niveau de l'évaluation de la valeur des secrets, on a 2 votes à 100 000 $, un vote à 1 000 $. Qui dit mieux? Alors, donc, un 100 $. Écoute. Le coût de la cybercriminalité est évalué à 9 500 milliards de dollars pour l'année 2024, qui est assez important, hein. Et puis, on devrait arriver dans les 10 500 milliards de dollars en 2025. C'est un marché très lucratif, hein, qui attise les convoitises, qui attise des groupes de cybercriminels qui vont pouvoir essayer à voler de l'information. Le coût moyen d'une brèche de données est autour des 5,1 millions de dollars en moyenne. Au Canada, c'est ce que les entreprises ont pu payer pour repartir leurs opérations. Alors évidemment, quand on est une grosse entreprise, ça coûte plus cher. Quand on est une plus petite, ça a aussi un impact. C'est peut-être un peu moins cher de repartir, mais la moyenne est à 5 millions de dollars, qui est énorme. Et donc, quand on voit des réponses, quand on dit on a une valeur de nos secrets qui se situe au cours des 100 000, effectivement, on est pas mal autour de ça parce que ça va coûter. Il y a un principe qui est simple. Si vous avez un vélo, un vélo que vous avez acheté sur un site de vente en ligne très connu qui permet de faire de l'achat de particulier à particulier. Si vous achetez un vélo à 10 piastres, vous n'allez jamais mettre un cadenas, un verrou, une protection qui va coûter plus de 10 piastres. Non. Vous allez faire votre évaluation de risque et puis vous allez faire la balance. Vous dire, si vous avez un vélo qui va coûter 3 000 $, pour avoir du fun, peut-être que vous allez acheter un cadenas, un lock qui va être un petit peu plus solide. Vous allez mettre un petit peu plus d'argent dans votre protection. On peut faire le parallèle directement avec la propriété intellectuelle et avec vos développements. Si vous le perdez, combien est-ce que ça va coûter? Et donc, la question, c'est une fois qu'on a évalué la valeur de ce qu'on a à protéger, de nos secrets industriels, hein, parce que dans votre monde, il y a le secret
avant la production, parce que il y a l'effet d'annonce qu'on veut garder, etc., etc. Donc, on a une valeur et est-ce qu'on est capable de bien l'identifier pour mettre en face la bonne protection? Et tout l'enjeu, c'est de mettre la bonne balance. Si on en met trop, on a dépensé trop cher dans la protection. Si on n'en met pas assez, eh bien, on s'expose à des risques. Et si le risque est avéré ou se matérialise, eh bien, ça va causer de la... Merci pour ceux qui ont répondu. Un principe qui est simple, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Donc, il y a souvent un principe en cybersécurité, en sécurité, si on n'est pas obligé de stocker quelque chose, si on n'a pas à le stocker, on n'a pas à le protéger. C'est un principe simple. Alors ça, c'est facile à dire, parce qu'on est tous des collectionneurs d'informations, on est tous des collectionneurs d'informations dans des CRM, on a notre base d'utilisateurs, on a notre base de joueurs qui nous rapportent de l'information qui nous permet d'adapter le développement, la difficulté d'un jeu, la facilité, les graphismes, etc., etc. Donc, on est tous des grands collectionneurs de données, mais grande responsabilité et grand pouvoir. Alors, tout à l'heure, il y avait un Dark Vador qui était dans les slides, mais il pourrait y avoir un Spider-Man, là, une grande responsabilité, grand pouvoir. Donc, quand on possède des informations, il faut les évaluer pour pouvoir les protéger correctement. Alors, souvent, les entreprises ont du mal à estimer la valeur de leurs informations parce que on est dans le quotidien, parce qu'on l'a toujours fait, parce que c'est notre travail. On sous-estime. Souvent, c'est sous-estimé. Et puis, quand on sous-estime, c'est logique de ne pas mettre des efforts de protection. On ne peut pas mettre de la protection pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Mon vélo qui coûte 10 piastres, je ne vais pas acheter un log qui va coûter 3000 $. Aucun intérêt. Ce serait disproportionné. Donc, l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience de la valeur de ce qui peut se faire mal. Attention, je ne demande pas de faire une introspection pendant des mois, puis de regarder, puis d'essayer de chercher dans tous les sens qu'est-ce qui pourrait faire du tort à la compagnie, mais ça peut faire une partie d'une réflexion en équipe pour se dire, est-ce qu'on peut vivre sans cette information? Est-ce qu'elle est essentielle ou pas? Oui, elle est essentielle, ok. Comment est-ce que je la protège? Qu'est-ce qui peut m'arriver si je la perds? La recette de mon vœu, si je la perds, c'est quoi mon plan B? Est-ce que j'ai un plan pour m'en sortir? Ou au final, ça peut faire de la publicité, puis j'ai une copie qui est distribuée, puis j'ai d'autres joueurs qui viennent parce que c'est un modèle d'abonnement, par exemple. Est-ce que je peux vivre si je perds ma base de joueurs? Est-ce que je peux vivre si je perds ma communauté? Il y a des entreprises parmi vous qui utilisent la communauté pour avoir de l'information. Tout ça, ça a de la valeur. Comment est-ce qu'on fait pour le protéger? Alors, ce qui est assez magique dans tout ça, c'est que vous pouvez faire ça sous forme de jeu de rôle pour faire prendre conscience des essentiels, d'avoir le regard des différentes personnes dans les entreprises. Dans les petites structures, ça peut être la méthode la plus facile pour dire, OK, on change un peu nos rôles. Oui, ça, c'est important. Ça, c'est important pour nos clients. C'est important pour le produit. Et une fois qu'on a construit cette liste d'éléments essentiels, on va être capable de prendre action. Et je vous conseille de faire ce petit exercice. Ça peut être dans le cadre d'un lunch and learn, ça peut être dans un cas un peu plus formel ou dans un cadre un peu plus informel. C'est essentiel de pouvoir faire ce genre d'analyse. Et encore une fois, on ne demande pas quelque chose de fantastique, de lunaire, avec des milliers de processus autour de ça. Quelque chose qui peut tourner très, très simple. C'est important de le faire parce que si jamais un accident arrive, là, vous allez être obligé de le faire, ce rôle-là, dans un contexte beaucoup plus complexe, qui va être le contexte d'un incident de cybersécurité. Et là, vous allez l'apprendre à la dure. Donc, mieux vaut avoir ce genre de rôle un petit peu en amont, de pouvoir identifier la valeur, pouvoir adopter la bonne posture et les bonnes méthodologies de cybersécurité. Alors, une fois qu'on a fait cette première analyse, une fois qu'on sait ce qu'on a, ce qu'on n'a pas besoin, le conseil, on le tasse sur les bords, on le met dans des caisses, dans des boîtes à archives, et puis après, elles disparaissent. Mais ce qui est essentiel pour l'entreprise, c'est là où il va falloir le sécuriser. Alors là, attention, accrochez-vous, attachez vos trucs, ça va être compliqué. Pour faire de la bonne sécurité, il faut adresser tous ces domaines-là. Alors là, la petite question, est-ce que vous avez déjà utilisé une ou plusieurs briques de ce qui peut être à l'écran? C'est peut-être un peu petit. Et pourquoi c'est petit? C'est parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments.
Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous avez déjà des plans qui permettent d'adresser ces éléments? Normalement, il y a la question qui a dû apparaître dans le sondage. Vous pouvez dès maintenant, oui, répondre au sondage. J'ai effectivement déjà 4 oui, 1 non et 1 je recherche Cool. quelqu'un à engager pour ça. Donc effectivement, je pense que Dominique confirmera, la cybersécurité, c'est pas toujours simple. On peut se faire accompagner pour ça. Et il y a des entreprises comme nous qui sont là aussi pour vous tenir la main à ce niveau-là. Effectivement, c'est complexe parce qu'on ne peut pas dire je choisis qu'une seule couleur du cadran et puis je mets tout dans cette couleur, hein, comme si j'allais jouer au casino, je mise tout sur le rouge et puis tout va aller. Il faut idéalement avoir une petite réponse dans toutes les cases. Parce que c'est des méthodologies, c'est comme ça qu'utilisent des attaquants pour venir voler des informations, c'est ce qui existe dans le contexte, donc il faut idéalement avoir une réponse. Je reviens un peu dans le cheminement. Hein. La première chose, c'est d'identifier les essentiels, parce que si on n'identifie pas les essentiels, il faut appliquer cette roue-là sur l'ensemble des activités. Et donc, plus vous en avez, plus vous avez de secrets. Quelqu'un en parlait d'une vingtaine, mais plus on en a, plus il faut appliquer ces mécanismes de sécurité sur l'ensemble des secrets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'acceptable pour ne pas être obligé d'aller très creux dans chacune des briques, ou en tout cas d'appliquer toutes les briques à l'ensemble des périmètres. Alors, oui, ça peut être complexe. On ne peut pas miser sur une seule couleur. Et puis, ça va toucher différents domaines. On va voir la notion de la propriété intellectuelle, la notion d'infrastructure. Souvent, il y a des gens qui sont uniquement dans des infrastructures infonuagiques et cloud, mais il faut quand même les adresser. Hein. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans un ordinateur qui est dans une salle, dans le bâtiment, qu'il ne faut pas y penser. Donc, c'est une partie de la notion physique, on a la notion des accès, des utilisateurs, des mots de passe, comment est-ce qu'on gère la donnée, comment on va gérer, vous avez dû forcément être confronté au projet, à la loi 25, sur les protections des données privées pour des usagers finaux. Donc, si vous avez des joueurs, vous êtes pleinement concernés par ça. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on adresse la notion du risque, le risque en continu, les risques humains, les risques dans les opérations, dans le traitement, dans les changements? Donc, il faut avoir ça. Et puis, cerise sur le sundae, c'est pas parce qu'on a juste fait la case que c'est fini, puis on n'en parlera plus pendant les 5 prochaines années. Il faut mettre en place de l'amélioration continue sur chacune de ces briques. Pourquoi? L'évolution de la menace. Il y a des salons en ce moment qui parlent d'intelligence artificielle, il y a des robots qui viennent attaquer les différentes entreprises avec de l'intelligence artificielle. On est capable de simuler énormément de choses avec l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle menace et donc il faut s'assurer que toutes les briques soient adaptées à la nouvelle menace. Il peut y avoir aussi des évolutions de contexte. Peut-être une fusion-acquisition dans vos entreprises. Vous avez besoin de fusionner un studio pour un projet. Vous allez avoir un changement des informations, peut-être des nouveaux secrets, peut-être des nouvelles façons de faire, et donc il va falloir améliorer ça. Alors, et puis l'évolution des technologies, tous les 6 mois, il y a une nouvelle technologie qui apparaît. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir adresser ces différents? Et encore une fois, on ne peut pas choisir qu'une seule couleur, tout mettre sur une seule couleur, puis espérer que ça va bien se passer. Parce que la surface est la surface. Donc, comment est-ce qu'on fait pour diminuer le risque d'accident? Soit vous prenez chaque brique une par une, et puis idéalement en même temps, parce que vous ne pouvez pas dire je mets tous mois-ci, tous trimestres sur la partie de la réseautique, et puis je traiterai plus tard les users et les accès, les mots de passe. Sachant que les mots de passe, on a tendance c'est un mal nécessaire. Donc, comme c'est un mal nécessaire, on a tendance à faire des petites bêtises, à mettre parfois le même mot de passe, à mettre le même mot de passe pour toute l'entreprise ou pour des différents usagers, à même le même mot de passe pour les différents services. Donc, on est obligé d'adresser toutes ces briques. Donc, comment est-ce qu'on fait? Effectivement, difficile de tout faire. Donc, comment est-ce qu'on avance? Je veux vous apporter un peu une méthodologie. Si vous avez déjà implémenté, ça veut dire que vous avez déjà fait des premiers éléments, des premières choses. Si vous avez répondu non, c'est là où la méthode peut faire du sens et peut apporter. Donc, l'idée, c'est de partir
d'un cadre. Le cadre, il y a des gens qui se sont mis ensemble, des experts de sécurité, qui ont formalisé une stratégie qui permet d'atteindre l'objectif de sécurisation. L'objectif de sécurisation qui est double, hein, c'est de réduire les accidents, comme j'expliquais au début, et de réduire les impacts. Parce que des accidents, il y en arrive. Et encore une fois, la menace, hein, je vous ai dit, le chiffre d'affaires des cybercriminels est tellement important que on va avoir de plus en plus de cybercriminels parce que tout le monde veut essayer de prendre des parts de ce gâteau, de ce marché illégal, hein, mais qui est un marché avec lequel il faut vivre aujourd'hui. Donc, donc ces experts ont formalisé une stratégie qui permet de démarrer ou qui permet de s'améliorer en cybersécurité. En tout cas, sa posture de cybersécurité, ses mécanismes de protection. Le premier, c'est identifier. Et là, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la notion de quels sont mes éléments importants, quelle est ma propriété intellectuelle, où est ma valeur, qu'est-ce qu'elle fait, à quel point elle est importante. Et ça, c'est vraiment nécessaire parce que si on n'identifie pas, si on ne sait pas ce qu'on a à protéger, parce qu'on ne l'a pas identifié, ça va être très difficile de protéger. Puis là, il y a deux côtés hein, dans la pièce. C'est soit, comme vous ne l'avez pas identifié, vous mettez 0 en protection parce que vous n'êtes pas capable, soit vous avez peur parce que la menace, il y en a une, et là, vous dépensez avec des outils de cybersécurité dans tous les sens pour essayer de protéger le maximum de choses, mais vous ne savez pas c'est quoi. Donc, le premier, c'est identifier et évaluer pour savoir à quel niveau on doit le traiter. Le deuxième, protéger, donc c'est mettre en place des éléments de protection. Et puis là, il y en a plusieurs. C'est soit des éléments technologiques, des éléments d'organisation, des éléments physiques parfois, des éléments sur les personnes qui travaillent avec vous, les collaborateurs, les employés dans l'entreprise, la façon de faire. On reviendra sur les secrets de fabrication qui ne doivent pas être divulgués par les employés. La troisième brique, c'est la détection, parce qu'une fois qu'on a mis la protection, c'est bien beau, mais est-ce qu'elle est suffisamment efficace pour bloquer la menace, pour bloquer les risques de fuite, les risques de perte d'information? La détection, ça passe par plusieurs types. Ça peut passer par l'outillage, ça peut passer par des systèmes d'alerte, ça peut passer par énormément de systèmes ou d'astuces qui permettent d'améliorer la détection. La troisième, c'est la réaction. Qu'est-ce qui se passe le jour d'un accident? Est-ce qu'on est capable de gérer? Est-ce qu'on a un plan? Est-ce qu'on a on a peut-être un problème dans notre communication. Est-ce qu'on a un plan B pour lancer la communication? On a des channels sur Discord parce qu'on a cette possibilité-là. Est-ce qu'on est capable d'aller sur un Twitch pour pouvoir rejoindre une partie de la communauté si jamais on a un problème? Donc, c'est comment est-ce qu'on va réagir, comment on va répondre à un incident de cybersécurité. Et malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Si on veut un risque zéro, il faudrait mettre énormément d'argent, énormément d'efforts, et ça ne ferait aucun sens pour l'accident qui pourrait arriver. Donc, on va mettre l'emphase sur la partie de la réponse. Et puis, le recover, que je traduis un peu en apprendre, c'est pour finir cette boucle-là, c'est de pouvoir se reposer, de se dire, OK, est-ce qu'on a ce qu'on a mis en place par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on a identifié? Est-ce que c'est toujours en adéquation? Est-ce que c'est toujours balancé correctement? Et ça permet de repartir la roue. Les gens de sécurité aiment bien faire des roues parce que ça a cette notion d'amélioration continue, c'est une notion de continuité. Et ça s'explique plutôt bien. Et la beauté, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle brique pour commencer, en fonction de là où vous en êtes, pour implémenter l'amélioration continue. Au milieu, il y a la couche de gouvernance. Je ne me suis pas trop attardé dessus, mais la gouvernance, c'est pouvoir décider et vérifier que ça fonctionne. Donc, elle est au cœur du système pour assurer qu'on fait bien les bonnes affaires, qu'on fait bien les bonnes choses pour protéger l'entreprise. Donc, à chaque fois qu'on passe d'une brique à une autre, on gagne des points d'expérience à chaque étape. Puis, à chaque fois qu'on fait un tour complet, on a notre bonus. On a augmenté nos points de vie, on a augmenté notre expérience, on a amélioré notre posture de cybersécurité, toujours en adaptation avec la menace, toujours en adaptation avec la valeur de l'entreprise pour que ça fasse du sens.
Hop. Dans les essentiels, ben effectivement, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Ben, on est capable d'avoir un audit technique ou un audit de processus qui permet d'orienter la case et de savoir où est-ce qu'on se situe en termes de maturité. Est-ce qu'on a fait les bonnes affaires? Est-ce qu'on a déployé les bonnes affaires correctement? J'ai des rencontres avec certaines entreprises où oui, on a mis le two-factor authentication. C'est une excellente pratique à mettre en place pour pouvoir valider l'identité des personnes qui vont se connecter. Puis on me dit, oui, on l'a fait sur cette partie-là, mais on n'a pas fait sur les autres services. Donc, on n'a pas fait dans la comptabilité, on n'a pas fait dans des services de cloud, on l'a juste fait pour une partie d'activité. Et c'est dommage. L'idée, c'est de pouvoir le faire sur tous les essentiels, pas que juste pour cocher la case, j'ai mis du two-factor et puis c'est fait. C'est vraiment l'avoir dans l'entièreté du périmètre. Donc, dans les phases, identifier, protéger, détecter, réagir, capitaliser, recover ou apprendre, on a la notion protéger. Donc, protéger au travers d'organisations, souvent des politiques de sécurité à l'intérieur de l'entreprise qui vont expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Des éléments sur la personne. Les personnes, on va avoir de la formation, de la sensibilisation, assurer que les personnes soient capables de répondre. Qu'est-ce que je fais quand je reçois un courriel qui me dit « Donnez-moi vos informations bancaires, donnez-moi, lancez tel logiciel, quel comportement on doit avoir ?» Donc, la sensibilisation, les notions de confidentialité sur les personnes, les confidentialités pendant les entretiens d'embauche, pendant la durée de vie, pendant la phase de départ d'un employé. Donc, tout ça, ça doit être organisé. Les lieux, la partie physique, est-ce qu'on a le droit d'aller dans un Tim Hortons ou dans un Starbucks pour aller travailler, puis tout le monde peut regarder derrière mon épaule et voir ce qu'il y a sur mon écran et voir potentiellement des secrets qui pourraient mettre à mal l'entreprise, qui pourraient mettre à mal le studio. Donc, tout ça, ça doit se formaliser ou en tout cas, ça doit être pris en considération pour dire Dominique, tu rêves en couleur, nous, on reste dans nos bureaux, puis tous les gens, ils laissent leurs ordinateurs, c'est barré, il n'y a personne qui peut rentrer, il y a une caméra qui surveille les entrées, ou au contraire, on n'a pas ça, puis on doit s'adapter, puis trouver un autre système, parce qu'on veut faire du télétravail, parce que, etc., etc. Donc, on doit se poser la question, puis de voir comment est-ce qu'on irait. Et puis, on a la notion technologique que vous avez dans le développement. Est-ce que vous faites du pipeline CI/CD? Est-ce que vous utilisez des logiciels en particulier? Est-ce que vous utilisez des services, des serveurs? Donc, tout ça, ça fait partie des briques de protection. Et vous comprenez que de la difficulté, de la multitude d'actions qui est à faire, il est essentiel de bien qualifier les éléments qui sont essentiels pour vous. Si vous n'avez pas ces éléments essentiels, ça peut être compliqué parce que la réponse va être, on doit tout appliquer partout dans le plus haut niveau. Et ça coûte des efforts, ça coûte de l'argent et ça crée un comportement des fois un peu étrange. C'est les gens qui vont bypasser les règles parce qu'ils les trouvent injustes. Et quand on bypasse une règle, c'est pire que d'adapter la règle. Ça, je pourrais vous donner des exemples incroyables. De contournement de règles, c'est le pire qui puisse y arriver parce que on n'est plus capable de détecter parce qu'on a changé la règle, on n'est plus capable de réagir correctement. Et donc, on vient briser le cercle que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que tout le monde est encore là? Ça va? Je ne raconte pas trop de niaiseries? Oui, merci Benoît. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette protection intellectuelle? Alors, le premier point, se mettre dans en petite boule dans le coin de la salle, puis dire non, j'ai pas de problème. On ne peut pas rien faire. On peut pas. On est obligé de faire quelque chose parce que c'est pas une option. Je vous ai dit, le marché de la cybercriminalité explose et donc forcément personne n'est à l'abri. Il y a deux façons il y a plusieurs types de profils de menaces.
pirates, de cyberméchants, de peu importe comment on les appelle. Dans les premiers, on va trouver les États. Et dans les États, il suffit de regarder un peu les nouvelles et puis on est gâté avec la politique actuelle dans les différents États où il y en a un qui vient espionner l'autre qui vient regarder. Je sais pas s'il y en a qui suivent les affaires de Telegram où le patron s'est fait attraper en France, puis il a plein de chefs d'accusation, puis on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que c'est un coup politique ou pas? On est capable voilà. Donc ça, c'est les menaces étatiques. On a tout ce qui est la mafia et le crime organisé. Et donc là, si la mafia a dit « vous êtes une bonne cible, vous êtes un très bon client pour nous », et je dis bien le terme de client parce que les cybercriminels se sont tellement professionnalisés qu'ils fonctionnent comme des entreprises. Donc ils ont des CRM pour pouvoir dire « ah, lui, ça va être une bonne victime potentielle, un bon client potentiel ». Donc, paf, on va pouvoir focaliser nos efforts, puis on va essayer de le pirater, lui voler ses secrets. Et puis, comme on a volé ses secrets, puis que son entreprise marche plus, il va être capable de nous payer. Et les cybercriminels sont très, très forts parce qu'ils savent la valeur que vous avez. Et eux, quand ils vont demander un montant d'une rançon, ils savent que vous êtes capable de payer la rançon. Je vous ai dit comme un vrai CRM, comme un vrai CRM avec toutes les bonnes informations. Donc, et puis, on a dans les catégories, effectivement, le crime organisé, crime ciblé. Et puis, on va voir les gens qui sont un peu opportunistes, c'est-à-dire le fameux ticoun dans le bas de sous-sol avec son hoodie qui va être capable de se dire « tiens, je vais essayer de pirater le jeu, je vais essayer de voir si je peux pirater le serveur, je vais essayer de récupérer des informations ». Il n'a pas l'air de faire peur dans le démarrage et lui, il va utiliser tout ce qu'on appelle des failles opportunistes. C'est-à-dire, il va s'essayer, il va utiliser tout ce qui est disponible comme arsenal sur l'Internet pour essayer de rentrer dans les entreprises. Et donc, il va essayer de rentrer. Puis une fois qu'il a rentré, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il va se vanter de ça auprès de son grand frère cybercriminel ou de la mafia ou du crime organisé. Et il va revendre des accès à un groupe qui est plus gros. Et le groupe qui est plus gros, lui, il ne va pas faire dans le détail. Lui, il est très organisé pour venir attaquer. Donc, les petits, on n'en a pas peur au début, mais ça peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, pour la protection intellectuelle, pour la protection de vos secrets, de vos activités, ne rien faire, ce n'est pas une option. Et vous êtes là aujourd'hui pour vous sensibiliser, pour connaître et pour voir ce type d'informations-là. Maintenant que vous le savez, vous ne pouvez pas l'ignorer. Et j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, vous le voyez à la TV, vous le voyez en écoutant les nouvelles, vous allumez votre poste de radio, vous allez avoir l'information. Ce n'est pas une option. Si vous n'avez rien fait, pas grave, c'est pas grave. Je ne pointe pas du doigt personne, c'est pas grave, vous n'avez rien fait, c'est pas grave. Démarrez par des points essentiels. Ne succombez pas aux sirènes et tous les outillages et les panoplies parce qu'il y en a plein des outils. Il y en a plein, des chers, des pas chers, il y en a plein. La question, c'est regardez ce que vous avez à protéger, qu'est-ce qui est important à protéger, qu'est-ce que vous ne voulez pas perdre pour mettre des briques de protection correctement dès le démarrage. Si vous ne faites pas cet exercice-là, vous allez utiliser des solutions, vous allez la mettre, puis ça va fonctionner sur 1, 2, 3, 4 machines ou un processus qui va fonctionner sur 1 ou 2 produits ou une organisation que vous allez mettre en place sur quelques points parce que ce n'est pas votre métier de faire ça. Vous avez énormément de choses à traiter dans votre quotidien pour vous rajouter encore une petite dose d'action, de to-do dans vos plans d'affaires, dans vos roadmaps. Donc, focalisez sur les essentiels pour pouvoir protéger. Et ce qui est essentiel, par contre, là, on n'y est pas avec ça. Ce qui est essentiel, ça, on le protège. Ce qui n'est pas essentiel, on est capable de vivre avec, on est capable de le mettre de côté. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ce déclic-là pour pouvoir améliorer sa posture de cybersécurité. Et puis, le cadre normatif est parfait pour aider à faire les bonnes affaires et permet de faire l'amélioration continue. Et puis, vous avez déjà implémenté, parfait. Et bien là, on fait tourner cette roue. On fait tourner la roue d'amélioration parce que le contexte évolue, parce que la menace évolue, parce que l'appétit est grandissant pour les cybercriminels. Donc, adoptez la bonne
les bonnes méthodologies, les bonnes analyses, et on va faire la notion de capitalisation, d'amélioration continue, d'utiliser les informations pour faire tourner cette roue. Et ça va concourir, ça va aider à améliorer la posture de cybersécurité, ça va aider à réduire les impacts en cas d'accident et réduire les possibilités, les probabilités d'accident. La question, est-ce que vous êtes prêt à vous défendre? Est-ce que vous êtes dans une bonne posture ou dans un bon démarrage? Dans nos services d'accompagnement, on aide à formaliser ces réflexions. Encore une fois, c'est des choses que vous pouvez faire dans votre côté. Quand je vais voir le médecin, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin pour qu'il me dise que je dois perdre un peu de poids. Je suis capable de faire. Par contre, si je veux avoir un régime adapté, peut-être que je vais avoir une autre type de discussion pour pouvoir avoir les bons conseils et me faire avancer. Nous, on est capable d'accompagner les entreprises dans cette transformation de cybersécurité. On parle de transformation numérique. L'objectif, c'est de faire de la transformation de cybersécurité, qui est le petit frère de la transformation numérique, pour éviter de se faire mal prendre par des cybercriminels, par des incidents, par du vol de propriété intellectuelle. Et l'objectif, c'est de pouvoir, encore une fois, dans une démarche adaptée au contexte, à votre contexte, pour mettre en place les règles de cybersécurité, les règles de sécurisation. Pour nous retrouver, c'est relativement facile. Nous sommes partenaires avec la Guilde, donc sur le portail de la Guilde, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous recontacter pour avoir plus d'informations, pour avoir un échange, pour un conseil. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je pense que j'arrive au bout de mon grand monologue. On a encore un petit peu de temps pour avoir 2-3 questions et faire un peu d'échange. Je ne sais pas si on a encore TJ. Si TJ est là. Écoutez, sinon c'est parfait. Je l'ai posé une question, je me demandais, moi, y a-t-il à partir d'une certaine grandeur d'entreprise ou de studio que ça pourrait être quelque chose qu'on doit commencer à considérer, ou attendre qu'on soit un studio ou une entreprise, on va dire, de 10 personnes et plus avant d'avoir ces concerns-là? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, le cybercrime, c'est énorme. On parlait 10 000 milliards de dollars pour l'année 2025. Tout le monde, c'est un gros gâteau, tout le monde a envie de prendre un petit peu du gâteau. Donc, tout le monde est potentiellement une victime. Et l'autre question, l'autre façon de le présenter, c'est: est-ce que vous générez de la valeur? Toutes les entreprises qui sont ici, toute une entreprise génère de la valeur. Donc, si vous avez de la valeur, vous avez quelque chose à perdre. Donc, tout le monde est potentiellement une victime. Et puis, ce qui va rendre plus appétissant une victime qu'un autre, ça va être sa facilité la facilité dont les cybercriminels vont pouvoir entrer à l'intérieur de l'entreprise. Donc, si vous êtes appétissant, vous générez de la valeur, c'est facile de rentrer, vous êtes une victime. Donc, qu'on soit 5, 10, 15, 20, 100, 200, on doit adopter une posture de cybersécurité. Et puis, si vous voulez avoir une cyberassurance, par exemple, si vous n'avez pas fait vos devoirs de protection, vous n'aurez pas de cyberassurance. Vous pouvez trouver n'importe quel broker qui va essayer de vous vendre des produits. Si vous ne répondez pas aux critères de cybersécurité, à des minimums de cybersécurité, vous ne serez pas assuré. Donc, la réponse, c'est malheureusement, on est tous concernés. Je pense qu'on a aussi une très bonne question, Dominique, qui est arrivée dans le chat. Dans Google Workspace, avec un double authentificateur, est-ce que c'est sécuritaire? Alors, j'espère que ce n'est pas une question piège, mais non, je pense pas. Google Workspace, le 2FA, two-factor, oui, on vient assurer que la personne qui se connecte, c'est bien la bonne personne. À condition que le tout est fait, c'est bien avec le bon cellulaire, c'est bien avec certains éléments. Donc, parfait. Je vois des pop-up qui apparaissent.
Donc, oui, c'est sécuritaire. Par contre, si on fait n'importe quoi avec Google Workspace, si on accepte n'importe qui à se connecter à nos partages d'informations, si on va créer des liens, si on oublie d'enlever les employés qui partent, on oublie de les décommissionner, on les oublie de les enlever du Google Workspace, ben, ils vont toujours avoir accès. Donc, l'outil en lui-même est sécuritaire. La façon dont on l'utilise doit aussi respecter des règles de cybersécurité. Donc, je prends des pincettes pour dire, OK, n'allez pas dire, j'ai Google Workspace avec tout est fait que je suis blindé, je suis armé, puis vous pouvez venir, les méchants de la Terre, essayer de me pirater. Faites pas ça, OK? Parce qu'il y a toujours une façon de le faire. Hein. Il y a 4 grands éléments qui sont donnés par les espions. MISE, ce sont les 4 facteurs d'influence qui permettent à n'importe qui de faire n'importe quoi. S'il veut influencer. Donc, c'est money, l'argent, l'idéologie, le sexe et l'ego. Donc, si vous avez un des 4 facteurs, vous êtes capable d'influencer à peu près n'importe qui sur la planète pour lui faire quelque chose. Donc, si j'influence quelqu'un et puis que je vais lui dire, écoute, je me mets derrière toi, connecte-toi sur l'application Google Workspace avec le two-factor et puis laisse-moi 5 minutes tout seul, puis je vais faire quelque chose, c'est là où ça devient moins sécuritaire. Donc, oui, c'est sécuritaire dans la démarche. Après, dans l'utilisation, il faut faire attention. Et dans la roue que j'expliquais, donc on a identifié, on a nos protections. Là-dedans, on va avoir le MFA, le password. Effectivement, si le password, c'est soleil 1, 2, 3, puis c'est le mot de passe commun qu'on a eu à l'entrée. J'en vois qui rigolent là, sur le soleil 1, 2, 3. Chaque fois que je dis ça dans une conférence, il y a quelqu'un qui me dit ah ouais, c'est vrai qu'on en a encore des soleils 1, 2, 3. Hein, OK. Soleil 1, 2, 3, patate 1, 2, 3, c'est très commun au Québec. Donc, et puis, il y a la notion de détection. Et quand on arrive dans cette brique-là, ben, on devrait avoir un peu de détection dans Google Workspace. Est-ce que c'est normal que, je vais prendre un nom, est-ce que c'est normal que TG se connecte à 2 heures du matin depuis la Dominique pour récupérer des documents confidentiels alors que je l'ai vu hier? On était au bar hier soir, puis je l'ai vu hier. Donc, c'est sûr que c'est pas lui. Donc, la détection, elle va dire OK, attention, il y a un problème, je vais redemander d'authentification, je vais chercher, je vais bloquer, etc. Donc, ça vient avec d'autres méthodologies pour sécuriser correctement. J'espère que ça répond. Il faut me couper si je parle trop parce que je suis capable d'en ajouter beaucoup. Je vois juste qu'il y a Clélie qui a levé la main. Est-ce que tu es en mesure d'ouvrir ton micro? Parce que je ne suis pas sûre. Ah, bah sinon, c'est parfait. Je t'en prie. Désolée, je ne sais pas si vous entendez un peu trop de musique, mais bonjour Dominique, bonjour à tous, merci pour la présentation. Moi, la question que j'avais, c'était quelle est la pondération qu'on fait sur le côté technique de la protection et le côté humain, à savoir tout ce qui est sensibilisation. Parce que souvent, on entend beaucoup parler de technique et jamais d'humain, alors que c'est la faille principale de sécurité. Ça fait partie des 4. Merci pour la question. Et effectivement, ce n'est pas qu'un problème de technologie. Tout le monde pense que cybersécurité, c'est un problème de technologie, mais ce n'est pas que la technologie. On en parlait sur des processus. Il y a 4 grands facteurs de sécurisation. La partie organisationnelle, les règles. On va avoir la notion de l'humain, qui a un vrai chapitre. Et puis ça, dans les cadres normatifs, c'est quelque chose d'important de traiter l'humain parce que c'est à la fois le meilleur défenseur et à la fois le premier maillon qui est capable de failer, sur lequel on est capable de faire. Donc, c'est essentiel de sensibiliser les employés, les collaborateurs, peu importe comment vous appelez les personnes qui travaillent avec vous, de les sensibiliser sur les questions de cybersécurité. Non, je ne vais pas t'appeler à 3 heures du matin pour acheter des cartes cadeaux parce que c'est le party de Noël et puis vas-y, mets ça sur ta carte de crédit, etc. Histoire vraie. J'ai déjà vu ça. Puis la personne, au bout de la 5e carte cadeau qu'il achetait pour le prétendu patron, qu'il a fait, c'est quand même posé la question pour dire ça fait 5 fois que j'achète une carte cadeau, comment ça se fait que tu me le demandes comme ça? Puis c'est là où ça a levé un flag, puis il s'est arrêté d'acheter des cartes cadeaux pour rien. Okay? Donc, sensibiliser les gens, c'est important, le côté humain. La partie physique, environnement physique, on l'oublie. Le télétravail a enlevé certaines barrières, on a enlevé des inhibitions, on a enlevé, on fait plus toujours très attention. Et encore une fois, si vous allez dans n'importe quel café, vous allez voir des écrans qui sont ouverts, vous êtes capable de voir des informations qui sont à l'intérieur, c'est pas supposé. Et puis, la partie technologique sur laquelle on se protège, on évoquait le MFA. Le parti humain, c'est ça. Encore une fois, c'est le meilleur défenseur de la cybersécurité dans l'entreprise quand il en est conscient.
mais c'est aussi le pire quand il va cliquer sur le mail dans le courriel, quand il va dire j'accepte, etc. Il y a ce qu'on appelle les business email compromission ou les account takeover, c'est-à-dire que des fois on reçoit un courriel, on est authentifié dans son Google Workspace, on reçoit le courriel, on nous dit cliquez sur ce message-là et ton abonnement Netflix, il n'est pas bien. Là, on va jouer encore sur des choses assez intéressantes, hein. On va jouer sur la peur, on va jouer sur la cupidité, on va jouer sur la gentillesse, la serviabilité, puis la curiosité. Si vous faites un courriel avec ces 4 éléments, je vous garantis qu'il y a quelqu'un qui va cliquer, qui va se dire « Ah, mais je vais t'aider, donc je vais cliquer ». On va lui demander son user, son mot de passe, des fois même son code d'authentification, son two-factor. S'il a cliqué, qu'il n'est pas sensibilisé, il vient de perdre ça. Puis une fois qu'il a perdu ça, on vient d'ouvrir la porte au méchant dans l'entreprise, qui va usurper l'identité, qui va recommencer ça. Puis si c'est un mail qui vient de TG, vous allez cliquer sur le mail qui vient de TG parce que vous le connaissez, TG, puis parce qu'il est sympathique. Vous allez cliquer. Puis si vous dit, s'il te plaît, j'ai peut-être un petit problème sur la facturation, est-ce que tu es capable de me renvoyer de ça? Comme vous êtes serviable, vous allez le faire. Si vous n'êtes pas sensibilisé à ça, là où il y a de l'humain, il y a de l'humanerie. Et puis, on ne peut pas briser la relation humaine, hein. Quand on voit quelqu'un pour une première rencontre, on lui fait confiance. C'est heureusement qu'on a ça dans la nature humaine, parce que sinon, ce serait bien triste d'avoir des barrières tout le temps. Donc, la sensibilisation et l'humain restent quand même essentiels au cœur de la cybersécurité. Je tiens à dire, ce n'était qu'un exemple. Répondez à mes courriels, s'il vous plaît. Vous pouvez whitelist TJ, c'est correct. Non, vérifiez que c'est bien TJ, que ce n'est pas TJ-5424@gmail.com ou à gmail.ru ou quelque chose qui n'a pas rapport. Vérifiez que c'est bien lui. Puis si vous avez un doute, appelez-le, il va être bien content de vous parler au téléphone. Et ça, c'est des éléments qu'on est capable de faire en simulation, en explication pour aider les gens à avoir ces réflexes-là. On a les sphères professionnelles et personnelles sont relativement superposées. Puis plus on est jeune, plus on superpose les deux sphères. Donc, l'avantage de ce type de sensibilisation, ça va aider les gens à se protéger dans leur vie personnelle, mais aussi dans la vie de bureau. Ça, c'est vraiment important d'avoir ces éléments-là. Je vais dire les bienfaits de la COVID. À la COVID, on est passé à se laver les mains partout, tout le temps, à chaque fois qu'on passait une porte, à chaque fois qu'on voyait un robinet. Quand on l'a fait dans notre vie personnelle aujourd'hui, on le fait aussi dans la vie professionnelle parce qu'on a pris cette habitude-là. Si on a une bonne hygiène sur nos mots de passe, sur notre façon de consommer nos courriels, sur notre façon de communiquer, de partager les documents, on va l'avoir aussi dans notre vie professionnelle. Donc, l'humain, il y a un travail sur l'humain, effectivement, qui est à faire pour éviter de tomber dans les pièges. Merci Dominique. Merci à toi Clélie pour la question parce qu'elle était très pertinente. C'est parce que je suis dans le domaine, c'est pour ça que… Après, la formation, c'est un art, hein. La formation sensibilisée, c'est un art. C'est pas parce qu'on l'a dit que les gens vont le faire. C'est ça, mais souvent c'est un peu trop oublié et alors que c'est un point essentiel. C'est comme la conduite du changement. Il faut expliquer, il faut engager, il faut donner… Exactement. Et je vois sur une question sur l'assurance, la prime d'assurance proportionnelle avec la grandeur du studio, le chiffre d'affaires. Ah oui, effectivement. Alors après, les assurances, il y a quand même il y a eu des petits soucis quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des primes d'assurance, qui n'ont pas fait des protections et les assureurs ont payé. Et il y a eu des gros débalancements. Moi, je travaille avec énormément d'entreprises qui me sollicitent pour dire qu'est-ce qu'on répond dans nos questionnaires. Il y a quelques années, c'était un feuillet pour répondre des questions de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est rendu des questionnaires relativement importants. Et sur les tailles d'entreprise, les assurances sont même capables de se dire on vous a scanné, on a vérifié ce que vous faisiez, puis là, il y a des choses qui ne sont pas bien que vous devez corriger si vous voulez la cyberassurance. Donc, le marché, c'est un petit peu plus complexifié parce que les assureurs, ce ne sont pas des tirelires. Hein, c'est pas un fonds d'investissement, un assureur. C'est fait pour protéger en cas d'accident. Mais si on ne démontre pas qu'on a mis en place les premiers éléments pour éviter les accidents, évidemment, ça ne marche pas. Donc, les critères sont de plus en plus importants. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un qui nous ferait l'honneur de
partager quelque chose ou ce sera avec plaisir. Bon, si on est rendu à la fin, si toutefois vous avez d'autres questions qui vous reviennent plus tard, parce que bon, des fois, effectivement, il faut le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé, n'hésitez pas à écrire à TJ, qui nous renverra certainement directement vers nous, ou alors vous pouvez aussi nous écrire directement. Ça nous fera vraiment plaisir avec Dominique de répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur LinkedIn ou sur notre site web si jamais vous avez besoin de regarder à nouveau nos offres aussi pour vous accompagner dans une démarche. Ça nous fera plaisir aussi. Et puis, on espère surtout que ce webinaire vous a appris pas mal d'informations et puis qu'il vous aidera à l'avenir. Merci à tous d'être venus en tout cas. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci Marion, merci Dominique. Tout le monde, restez ouvert pour les prochaines activités de la Guilde. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme Marion a dit, vous pouvez directement me parler ou vous avez les contacts sur le site de la Guilde. Et je voudrais vous faire un dernier partage. Comme vous avez été, je pense, chanceux et puis nous, ça nous a fait énormément plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous faire un petit trailer, on va dire, un petit teasing pour une prochaine. On a organisé récemment un contenu avec la Guilde cet été et il sera partagé le mois prochain. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense qu'il vous intéressera beaucoup aussi. Voilà. Le teasing, waouh. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Cette expérience est toujours intéressante. Excellente journée à tous. Bonne journée. Beaucoup.